J'invite tout de suite notre premier intervenant qui est José Ténéra, le directeur de projet Action Cœur de Ville de la ville d'Angoulême, pour nous parler de la réhabilitation de la clinique Sainte-Marthe à Angoulême, donc 42 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine, département de la Charente, en logement, et donc nous expliquer très concrètement comment ce projet a vu le jour et comment on peut comme ça changer d'affectation un bâtiment ancien et à très fort caractère patrimonial, comme vous allez le voir. Bonjour, Monsieur Ténéra. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, José Ténéra, directeur de projet Cœur de Ville à Angoulême. Alors, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Pascal Monnier, adjoint à la politique du climat, transition écologique. J'essaye de partager mon écran en même temps. Alors, écran partagé. Là. Voilà. Est-ce que ça passe bien? Oui, on le voit. Si vous pouvez peut-être le mettre en plein écran, ce sera encore plus agréable. Voilà, parfait. Donc, je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Pascal Monnier, adjoint à la politique du climat, transition écologique, urbanisme et en charge d'action au cœur de ville, à la fois au niveau communal, mais il occupe aussi, pour le moins pour ce qui concerne cœur de ville, cœur de bourg et Orthé multisite, délégué communautaire à la communauté d'agglomération de Grand Angoulême. Excusez-moi. Alors, donc Angoulême, comme vous le disiez, est située en Nouvelle-Aquitaine, à l'épicentre d'un polygone formé en gros par La Rochelle, Poitiers, Limoges, Périgueux et une petite bourgade qu'on appelle Bordeaux. La commune compte environ 42 000, 43 000 habitants et s'inscrit dans une agglo de 38 communes désormais et 140 000 habitants. Donc, le point de départ, j'ai souhaité commencer par la palissade, car le plus souvent, nous l'omettons. Et dans le cas d'Angoulême, il est absolument impossible de parler d'un projet tel que celui de la réhabilitation de l'ancienne clinique Sainte-Marthe sans le resituer dans le contexte particulier d'organisation et de projection du territoire. Parce qu'en quelque sorte, le déblocage et le traitement de cette friche historique du cœur de ville, c'est qu'une incarnation, une conséquence de l'ambition. Et vous allez voir pourquoi. Et si l'ambition est essentielle, elle doit trouver des traductions réglementaires et opérationnelles, faute de quoi elle ne relèverait que de l'incantation. Si on met en perspective notre histoire récente, dès 2014 et l'élection de M. Bonnefond, Monsieur Bonnefond, donc élu maire d'Angoulême, a souhaité prioritairement travailler quelques sujets, dont un projet pour le centre historique. Et la stratégie qui a alors été adoptée, elle visait à améliorer l'attractivité du centre-ville, l'attractivité de l'investissement centre-ville, et cela en travaillant toutes les entrées à 360 degrés. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur les cadres réglementaires avec la définition d'un projet d'agglomération et un projet de territoire, un PLUI, un schéma directeur du commerce, un nouveau PLH, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial qui était sur l'établi. Et tout ça, ça a été approuvé au cours du mandat et tous ces documents visent une même ambition, c'est la reconquête des centralités, l'arrêt du développement par tartine de pavillon pour ce qui concerne notamment les aspects résidentiels ou l'étalement des aspects commerciaux de la même manière. Et puis sur les aspects opérationnels, il y avait déjà un certain nombre de projets sur les rails, notamment la réalisation du bus à haut niveau de service, de multiples partenariats avec l'EPF Nouvelle-Aquitaine pour traiter toutes les friches majeures du cœur de ville. D'ailleurs, certains îlots sont en cours de construction ou de reconstruction. D'autres démarrent et d'autres encore, on constate qu'on a une dureté foncière qui nous complique un petit peu la tâche. Une OPARU, incluant un volet copropriété, un volet coercitif, avec des opérations de restauration immobilière, des campagnes de restauration de façade qui fonctionnent très bien, et l'objectif, c'est de traiter les entrées de ville de manière à ce que le paysage urbain soit revalorisé et donne envie. Un plan commerce avec des aides à l'installation, à la pérennisation des entreprises et aux devantures commerciales. Et puis ensuite, un certain nombre de partenariats plus thématiques avec la Fondation du patrimoine, Enedis, l'Union nationale de la propriété immobilière, etc. Et en complément de cela, d'ailleurs, deux sujets qui sont vraiment d'une importance majeure pour notre territoire. La première, c'est la volonté du maire de valoriser le territoire en visant le label Ville créative de l'UNESCO.
Donc ça, c'est une démarche que l'on a engagée dès 2014 et qui a abouti à l'obtention du label. Et d'autre part, une accélération du développement du pôle image Magélis, qui est le pôle image porté par un syndicat mixte qui a pour vocation à installer des entreprises et des formations supérieures autour des métiers de l'image. Et là, pour le coup, le département qui est l'actionnaire, le département de la Charente, qui est l'actionnaire majoritaire du pôle image Magélis, a mis les bouchées doubles ces dernières années, ce qui nous permet d'avoir comme perspective à 3 ans le doublement des effectifs étudiants sur le cœur de ville. Et on passerait de 1000 à 2000 habitants, à 2000 étudiants sur le cœur de ville. Et donc, en somme, lorsque le gouvernement a annoncé le plan d'action Cœur de Ville, le projet d'Angoulême, eh bien, il était structuré, mûr, et nous avons vu là, avec Action Cœur de Ville, l'opportunité de consolider le projet. Et sur la dimension résidentielle, très vite, nous avons contractualisé un partenariat avec Action Logement en particulier, et ça nous a permis de mettre un gros coup d'accélérateur sur la dimension résidentielle. Et d'ailleurs, nous avons à l'époque contractualisé un volant d'intervention à hauteur de 10 millions d'euros et nous avons d'ores et déjà consommé 75% de cette enveloppe. Monsieur Terrena, je me permets de vous dire que la présentation ne se défile pas. Oui, c'est normal parce que je suis vraiment dans le… D'accord, vous êtes sur la première page, ça marche. Merci. Bon, en tout cas, l'idée de tout cela, finalement, c'était de créer une petite musique d'ambiance positive qui réoriente les investissements sur les cœurs de ville et cœurs de bourg, et donc stimuler, encadrer, accompagner les projets. Sur le cas particulier de la clinique Sainte-Marthe, donc il y a un peu plus de 20 ans, la Mutualité de la Charente a réalisé un projet qui visait le regroupement de la majeure partie des cliniques du cœur de ville en une. Et ce projet a impacté 4 cliniques dans le centre-ville. Ces cliniques, une fois qu'elles ont été libérées, elles ont été cédées. 2 ont d'ores et déjà été transformées en logements et il restait donc la clinique Sainte-Marthe et une autre sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement pour mener un projet un petit peu similaire. Sainte-Marthe s'inscrit, comme vous pouvez le constater, en plein cœur du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable. Donc l'OPA, hop, ça défile. Donc vous voyez, vous avez une perspective un peu nettoyée quand même, parce qu'il fut un temps, c'était une vraie jungle. Donc la clinique a été squattée, incendiée, elle a défrayé la chronique, et on a eu une série d'articles très négatifs sur le lieu. Et plusieurs promoteurs et porteurs de projets se sont succédés donc depuis 20 ans, déposé des permis de construire, essayer de commercialiser, sans parvenir finalement à faire aboutir quoi que ce soit. On a un marché immobilier local qui est trop faible pour de la promotion pour l'instant. On voit que les valeurs montent, mais on n'y est pas encore tout à fait pour la promotion privée. On a eu des promoteurs parfois trop gourmands, des propriétaires qui souhaitaient faire la culbute à la revente, d'autres ne souhaitant pas trop perdre à la revente, des projets faisant l'objet de recours. Bref, Sainte-Marthe était devenu un lieu damné et nous avons senti qu'il fallait durcir le ton. La phase d'étude d'ORI, puisque nous avons lancé notre OPA-RU en 2017, a été l'occasion de dialoguer avec l'ensemble des propriétaires d'immeubles dégradés, dont celui de Sainte-Marthe. Et son propriétaire a très vite compris que son choix se réduisait à vendre en maîtrisant un minimum les conditions de la vente ou risquer l'expropriation avec tous les aléas que cela induit. Et donc, il a opté pour la vente. Dès les premiers instants, nous avons accompagné l'acheteur et par chance, là pour le coup, on a eu une conjonction qui était tout à fait surprenante. Et par chance, il s'agissait d'un investisseur local, déjà propriétaire de quelques biens, connu pour réaliser des projets très qualitatifs. Seconde chance, il avait pour objectif de conserver le bien sur le long terme. Et ça, pour le coup, ce n'est pas du tout anodin. Troisième chance, il maîtrisait parfaitement la question des coûts de travaux et la coordination des entreprises. Enfin, il maîtrise aussi parfaitement les aspects de montage financier. En somme, on avait le profil idéal. Le profil idéal, d'autant plus que nous souhaitions une opération exemplaire et crédibiliser la menace des ORI, puisque c'était quasiment la première salve que nous engagions dans le centre-ville. Et dans le cadre de nos premiers échanges, nous avons souhaité par anticipation
appliquer 2 servitudes et décliner une OAP que nous envisagions d'inscrire au règlement du PSMV qui n'était pas encore approuvé. Il a été approuvé fin 2019. Une première servitude qui est une servitude de typologie de logement, c'est-à-dire que lorsque les investisseurs divisent des immeubles, on souhaite encadrer à minima les choses. Et pour le coup, ce que l'on impose, c'est de manière à peine caricaturale, c'est que les 2 tiers, au moins la moitié des logements produits soient de type 3 et plus. Donc, pour viser plutôt des logements familiaux en cœur de ville, mais pas exclusivement. Une deuxième servitude qui est une servitude de taille de logement, c'est-à-dire que nous définissons une norme minimale de surface par typologie. Et puis une OAP, donc je disais, une OAP qui vise un objectif de renaturation et de lutte contre les îlots de chaleur et de désimperméabilisation des sols. Donc on vise la réalisation d'espaces verts, de parkings perméables, de récupérer les eaux de pluie, de paysager cet ensemble. Sainte-Marthe représente environ 1300 m² de surface de plancher, 5 immeubles contigus et sur une assiette foncière de 1800 m² en plein cœur du quartier Le Minage, situé lui-même à l'épicentre du site patrimonial remarquable. Et l'ensemble est traversant, on le voit ici, l'ensemble est traversant de la rue du Minage qui est sur la partie haute et la rue Jean Guérin sur la partie basse de la parcelle. Après avoir étudié, après donc quelques études concluant une difficulté à équilibrer le projet en libre, nous avons orienté les investigations sur les aides de l'OPARU. Malgré d'importantes participations financières de l'ANA, de la ville, de l'AGLO notamment, l'équilibre financier n'était toujours pas atteint, d'autant que nous avions, via l'application par anticipation des règles du PSMV, nous avions imposé de produire une majorité de grands logements, ce que ne souhaitait pas forcément l'investisseur au départ. Donc, mobiliser des agréments PLS nous est apparu essentiel en tout premier lieu et de manière complémentaire aux aides de l'OPARU, à 2 titres. D'une part, pour garantir un taux de TVA minoré et d'autre part, pour exonérer l'ensemble immobilier de taxes foncières. Donc, durant le temps des études, nous avons dressé une multitude de simulations financières sur le modèle de ce document que vous voyez là, et que j'ai créé et dans lequel nous intégrons la quasi-totalité des variables financières. Et donc, à chaque fois que nous travaillions les aspects architecturaux, instantanément, il y avait architecturaux ou financiers, instantanément, ces orientations étaient impactées sur ces fiches et nous pouvions mesurer si l'opération était équilibrée ou pas. Donc là, on voit dans cette illustration que l'opération n'est pas du tout équilibrée et nous n'avions impacté que les aides de l'OPARU, l'estimation d'alors, et le prêt PLS. Donc, dans la mesure où il n'était pas question de baisser la qualité des logements, nous avons travaillé l'optimisation du rapport typologie, surface, coût, loyer. Puis, nous avons regardé la question du parking et de locaux poubelles. L'idée, c'était d'optimiser chaque segment du projet, qu'il soit architectural, de programme ou d'aménagements extérieurs. Le parking, lui, devait être perméable, végétalisé et proposer un nombre suffisant de places pour assumer les besoins en stationnement des logements. Et donc, la négociation a porté sur la réalisation de places de stationnement supplémentaires qui permettaient d'ajouter des recettes au bilan de l'opération et d'offrir simultanément des places aux résidents du quartier. Ces places ont d'ailleurs permis, via la prise à bail longue durée par d'autres propriétaires, de débloquer d'autres projets du quartier qui ne pouvaient de manière intrinsèque répondre aux besoins réglementaires en matière de stationnement. Quant aux locaux poubelles, il s'agissait de construire un local en fond de parcelle qui, au regard des exigences qualitatives, se chiffrait à 50 000 € pour à peu près 20 m². Bon, trop onéreux, le projet s'est réorienté sur un espace poubelle paysager composé d'une haie d'essences variées à feuillage persistant et qui a permis d'en réduire considérablement le coût. Donc, vous voyez qu'on a essayé de travailler en fait toutes les lignes de dépenses sans pour autant baisser la qualité à la fois des aménagements extérieurs et en même temps des logements. Et à l'issue de ce travail, l'équilibre était en vue, mais pas encore tout à fait atteint. Et là, pour le coup, l'intervention d'Action Logement a été décisive parce que c'est cette intervention qui a permis le bouclage financier de l'opération, mais aussi, ça je tiens vraiment à le souligner,
la facilitation de la banque, du porteur de projet qui était le Crédit Agricole. Ce point est essentiel parce qu'au fond, et en caricaturant à peine, sur un projet à 2,2, 2,3 millions, la banque a essentiellement agi en facilitatrice de trésorerie. Et ça, ce n'est pas simple parce que lorsque le banquier a reçu son client et qu'il a vu que sur un projet à 2,2 millions, finalement, il finançait en PLS avec des subventions et du prêt Action Logement, pour le banquier, il ne restait pas grand-chose. Ce n'est pas un homme. Donc, vous avez là la synthèse des financements mobilisés. Ils ont permis la résorption de la friche, la production de 19 logements conventionnés sociaux, occupés majoritairement par des salariés modestes du secteur privé. C'est la contrepartie de l'intervention d'Action Logement. Et donc, le programme comprend 4 T4, 4 T4, 8 T3 et 7 T2. Donc, on voit bien qu'on a une majorité de logements plutôt familiaux et de grande surface, tous accessibles aux personnes à mobilité réduite, et donc complétés d'un parking perméable et paysager de 33 places. 33 places. Le terrain est également, comprend également un espace abri, vélo, borne de recharge véhicule électrique. On lui a demandé de planter une vingtaine d'arbres. Donc, si je devais synthétiser, vous avez là le résultat sur la partie arrière, côté ouest. Là, on voit qu'on est sur un environnement patrimonial qui est plutôt intéressant, plutôt très intéressant. Et côté rue du Minage, on voit là le résultat. Donc, si je devais synthétiser les points essentiels qui ont permis la concrétisation du projet, qui, je le rappelle, patinait depuis 20 ans tout juste, eh bien, il y a la force de persuasion de l'ORI, de l'opération de restauration immobilière, le bon profil investisseur, un investisseur qui fait confiance en l'équipe qui l'accompagne. Je rappelle que l'ANA, par exemple, pour illustrer un petit peu la question de la confiance, l'ANA n'engage ses aides qu'une fois l'investisseur titré, et que de son côté, Action Logement, en 2018, investissait un champ nouveau, puisque je crois savoir que ce projet était le premier projet porté par un privé qui était accompagné par Action Logement. Donc, on a essuyé quelques plâtres avec Action Logement, mais un investisseur qui fait confiance, c'est tout à fait essentiel parce que nous parlons de montants qui sont assez considérables. Quand on évoque des participations à 600 000 €, il faut y croire. Voilà, c'est vraiment un point qui est important. En quatrième point, je dirais un banquier conciliant. Ensuite, le regard bienveillant des services de l'État et de l'ANA qui ont été particulièrement facilitateurs sur ce projet. Je crois que le fait que ce soit une friche historique qui cristallisait un certain nombre de problématiques, eh bien, ce sont des éléments qui ont conduit l'ANA et les services de l'État à avoir ce regard bienveillant. Et dernier point, le fait de travailler les attendus qualitatifs et architecturaux en lien constant et étroit avec les aspects financiers, au risque de dérapage et de ne pas arriver à boucler l'opération. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Francis, peut-être pour les premières questions. Tu as ton micro. La première question qu'on aura envie de vous poser, c'est déjà, est-ce que, on a bien compris la complexité et toute l'historique, merci de nous l'avoir rappelé. Est-ce que vous avez réussi à établir des typologies particulières, un peu pilotes, je dirais à Angoulême, que vous n'auriez pas pu faire sur d'autres sites? Est-ce que, précisément, le patrimoine, là, il se montre parfois plus souple? Est-ce que vous avez découvert des choses? Sur ce projet en particulier? Oui. Alors, je pense qu'on a eu d'autres chances, enfin d'autres chances, si je puis dire. C'est que ce bâtiment, au fond, il était totalement dévasté. Hein, donc, la contrainte, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le patrimoine est une contrainte. Je pense que c'est absolument tout le contraire. Mais dans l'organisation du bâtiment et ce travail d'optimisation, il se trouve que ce bâtiment étant
totalement dépouillé. On a eu des débuts d'incendie, on avait des planchers effondrés, on avait des choses comme ça. Ça nous a facilité tout de même la tâche pour organiser, optimiser les choses. On a d'autres bâtiments, et encore une fois, je le répète parce que c'est vraiment pas ma pensée, je pense que le patrimoine, c'est une chance. Hein. De tous les investisseurs que je rencontre, ils souhaitent investir et recherchent des opérations dans le centre pour cette raison. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour cette raison. Mais dans d'autres cas, on a beaucoup plus de mal et on sent que les porteurs de projets sont susceptibles de nous lâcher de manière très brutale quand nous avons des bâtiments avec des grands volumes, avec des décors intéressants. Mais après tout, je ne sais pas si c'est malheureux parce que c'est peut-être des bâtiments qui ne sont pas faits pour produire des logements locatifs tels qu'on a pu le faire ici. Est-ce que justement, puisque vous aviez un peu beaucoup de liberté d'action du fait des dégradations qui avaient été faites, est-ce que vous avez pu adapter des techniques que vous ne pourriez pas utiliser d'habitude? Est-ce que ça a été un terrain d'expérimentation en clair? Non, du tout. Il a fallu vraiment rester à la fois qualitatif et modeste parce que vraiment, quand je vous disais qu'on a fait une multitude de simulations financières pour arriver à trouver un équilibre, ce point-là, donc on en a fait une trentaine, hein, pour être précis, à tâtonner, à changer la typologie des logements, à essayer de bouger un petit peu les choses. Il y a simplement un point qui était, enfin 2 points sur lesquels à la fois nous-mêmes et l'investisseur étaient intransigeants, c'était la qualité des logements, le niveau de performance, les équipements des pièces d'eau et les aménagements extérieurs. Voilà, ça, c'était vraiment les 2 points. Mais pour le reste, malheureusement, on a eu peu de latitude pour aller plus loin dans les aspects qualitatifs ou d'innovation. Merci. Alors peut-être dans la continuité de cette réponse, moi j'avais en fait 3 questions et puis je vais rebondir sur celles qui ont été posées par les auditeurs. Peut-être pour préciser votre relation avec l'architecte des bâtiments de France, enfin finalement le trinôme collectivité architecte des bâtiments de France, ou en tout cas suivi du plan de sauvegarde et du site remarquable, et rôle de l'investisseur et ses contraintes à lui. Comment s'est passée un petit peu cette relation? Peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus. En l'occurrence, il y a une question d'ailleurs là-dessus sur la formation, enfin le profil de l'investisseur lui-même. Est-ce qu'il était particulièrement aguerri à ces questions patrimoniales ou pas? C'est le premier point. Je vais vous donner toutes les questions parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Deuxième qui a été posée aussi dans le chat, c'est celle du jardin, puisque vous nous avez montré une photo de la jungle dont vous parliez tout à l'heure, d'un jardin, enfin, un jardin un peu sauvage, mais en tout cas d'une végétation assez luxuriante dans la parcelle. Comment est-ce que vous auriez pu ou non la préserver, la conserver? Est-ce qu'elle a été en partie conservée, cette micro-forêt, et sinon, comment vous la remplacez peut-être par du végétal? Vous l'avez dit, mais on ne l'a pas forcément retrouvé sur les photos. Et puis une troisième question qui est celle de l'effet levier que peut avoir un tel projet, quand même d'ampleur, à l'échelle de l'îlot en tout cas, dans le quartier. Comment est-ce que ça facilite ou pas, ça favorise des investissements dans les immeubles voisins, mitoyens, par des particuliers ou des investisseurs plus indépendants, individuellement, au regard de ce que cette opération-là a pu donner comme image de transformation du quartier? Est-ce qu'il y a des effets sur les prix de l'immobilier? Est-ce qu'il y a des effets sur les projets ou les transformations des bâtiments mitoyens? Alors, sur les aspects… alors, la végétation je reprends. Il y a 20 ans, donc la parcelle représente à peu près 1800 mètres carrés. Il y a 20 ans, elle était bâtie à 80%. Aujourd'hui, elle est bâtie à, en tendance, 30%. Donc en fait, là où vous voyez les personnes sur cette image, il y avait des bâtiments qui avaient dû être construits après-guerre, grosso modo. Donc des choses qui n'avaient pas vraiment de valeur. Et lorsque le premier promoteur s'est intéressé à ce projet, il a acquis l'ensemble et a commencé par démolir. Donc, il y a eu un permis de démolir, il y a eu un permis de construire, etc.
Donc, sur le sol lui-même était jonché de gravats, de béton, de choses diverses et variées, de morceaux de tuiles. Il y en avait à peu près dans tous les sens, même si 90% avaient été évacués. Enfin, le sol était honnêtement pas joli à voir. Et donc, la végétation qui était là, c'était une végétation spontanée. Il y avait des arbres à papillons, il y avait des orties un peu dans tous les sens. Voilà, c'était vraiment pas une végétation, enfin, à mon sens, intéressante. Je ne suis pas paysagiste, hein, mais à mon sens, pas du tout intéressante. L'effet sur le quartier, ben, ma foi, il est très simple. Le projet, donc là, les personnes telles que vous les voyez sont sur les places de stationnement. Alors, à l'époque de cette photo, le gazon, enfin, les dalles avaient été posées, je crois, 10 jours avant. Donc, on n'est pas encore tout à fait à la fin des travaux au moment de cette inauguration. Oui, alors sur la partie stationnement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le bâtiment, ce sont 19 logements. On est allé, parce qu'il y a eu cet effort d'avoir des processus de récupération d'eau de pluie, d'irrigation par cette eau récupérée, de perméabilité. Alors, pour l'instant, la végétation est basse, mais elle va monter. Il a planté 20 arbres, on ne les voit pas encore non plus, pour générer des ombres. Et donc, ces 33 places de stationnement, eh bien, il y en a 14 de trop par rapport aux besoins et le propriétaire ne souhaite pas accorder 2 places de stationnement par logement. Il en réserve une par logement et ça suffit. D'autant qu'il a des locataires qui n'ont pas de voiture d'ailleurs. Mais ça, c'est l'expérience. À l'époque où on le réfléchissait, on ne l'avait pas forcément anticipé. Et donc, ces places de stationnement supplémentaires, ce qu'on a évoqué avec donc monsieur Lamuraille, qui est l'investisseur qui est au centre de la photo, au centre légèrement à gauche, eh bien, il a pu signer des baux avec des porteurs de projets de réhabilitation d'immeubles dans le quartier qui, en transformation d'usage, enfin, quand on fait le bilan des droits stationnement acquis par l'immeuble existant et la projection de ce que le projet doit en termes de stationnement, ben, parfois on a des déséquilibres. Et il se trouve que monsieur Lamuraille a accepté de réserver quelques places de stationnement pour ses porteurs de projets, et ça nous, avec du contrat longue durée, ça nous permet de justifier, ça permet à ces propriétaires de justifier qu'ils disposent et qu'ils fournissent le service. Voilà. Donc, c'est en ce sens que ça a permis de débloquer quelques autres projets autour. Alors, sur la question de comment le projet est reçu, eh bien, on avait un comité de quartier qui était remonté contre à peu près tous les projets qui avaient pu émerger par le passé, parce qu'en fond de parcelle, on venait construire des choses qu'ils estimaient être des immondices. Bon, voilà, c'est leur parole. Hein. Et donc, ce comité de quartier a posé plusieurs recours sur des permis de construire, voilà, quitte à pour dissuader ces investisseurs de réaliser. Ils voulaient quelque chose de un peu plus respectueux de l'environnement patrimonial. Ils voulaient remettre en valeur cet environnement. Ils ne voulaient pas forcément du béton en front de rue. Voilà, donc ils ont fait quelques recours. Il se trouve que là, pour le coup, le comité de quartier est particulièrement satisfait, il a pu l'exprimer à plusieurs reprises, de ce projet. Quant aux effets en termes de valorisation du quartier, bah, écoutez, je ne sais pas trop répondre à cette question. On ne l'a pas encore mesuré. Ce qui est certain, c'est que cet environnement généré depuis 2014, j'évoquais le PSMV, le projet d'agglo, le PLH, le projet de territoire, tous ces outils réglementaires qui ont été et qui visent donc à conforter les centralités et à arrêter l'étalement urbain. Hein. On a quand même des communes où on est allé jusqu'à une réduction de 80% des terrains constructibles en périphérie, et ce n'est pas du tout exceptionnel. Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Tout ça, ça a eu pour effet de réorienter les investissements sur le cœur de ville. Ce qu'on constate depuis maintenant 3 ans et demi à peu près, c'est qu'on est passé à un rythme de transaction sur le territoire de la commune d'Angoulême de à peu près 700 alors compromis, hein, des déclarations d'intention d'aliéner. On est passé
de 680-700 à 1000-1100 par an. Et ça, ce sont des chiffres qui sont stabilisés depuis 3-4 ans. Donc ça, c'est un indicateur pour nous qui montre que le cœur de ville est redevenu attractif. On dresse ce constat qu'on n'arrive pas à répondre à la demande d'investissement. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation. Alors qu'il y a 4-5 ans, il fallait choyer le petit investisseur et donner le bras à tordre sur la qualité parce qu'on n'avait personne en fait. On en avait 2-3 qui tournicotaient tous les ans, régulièrement. Aujourd'hui, la donne a changé. On a cette capacité à être un peu plus exigeant sur les aspects qualitatifs parce qu'on voit qu'on a une pression sur le centre-ville. Et en fait, c'est tous les ingrédients de cœur de ville qui génèrent cela. Ce n'est pas seulement le fait de dire on arrête de construire à la campagne. C'est aussi, je le disais dans mon propos liminaire, c'est aussi l'action du syndicat mixte du pôle Image Magélis qui récupère des ruines, qui installe des entreprises des métiers de l'image, qui installe des formations. Et je le disais, c'est plus 1000 étudiants dans un quartier qui est entre la gare et le fleuve, un quartier central, plus 1000 étudiants dans un quartier qui compte à peu près 4000 habitants. Ouais, donc, c'est un boom assez considérable. Et donc, toute cette attractivité, elle génère ces projets. Puis, un dernier point aussi, c'est l'intervention de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine qui est tout à fait structurante parce qu'elle nous permet, alors évidemment, ça coûte à la collectivité. Si ça ne coûtait pas, le privé s'en serait investi. Mais c'est un signal très, très fort auprès des investisseurs de traiter des friches de cœur de ville. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité des questions. Oui, merci infiniment. Il va nous falloir passer à la deuxième séquence. Alors, il se trouve qu'il y a des questions qui ont sauté depuis quelques minutes sur la boîte de conversation. Peut-être pouvez-vous, si vous avez encore quelques minutes, essayer d'y répondre directement parce qu'il faut qu'on passe à la séquence suivante. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'en retiens aussi que finalement, c'est le choix d'un projet qualitatif et rentable qui a été fait et pas d'un projet, j'allais dire, quantitatif. C'est-à-dire, ce n'est pas le nombre de mètres carrés qui l'a emporté, c'est la qualité de logement réalisé à terme, et c'était un des objectifs de l'investisseur, alors que dans les projets précédents, visiblement, c'était plutôt le nombre de mètres carrés à livrer qui pouvait l'emporter au titre de la rentabilité estimée du projet. Donc, on voit bien aussi, c'est très intéressant dans cette stratégie de sobriété foncière dont vous parliez, de revitalisation urbaine, de montrer que parfois, il vaut mieux faire mieux avec moins, c'est-à-dire ne pas chercher à remplir absolument ces îlots qui sont déjà très denses dans les centres anciens, mais plutôt les préserver comme respiration quand les respirations existent avec des espaces plus ouverts, en espérant que les arbres vont pousser effectivement et que ce parking restera quand même aussi un espace paysager. En tout cas, c'est une remarquable démonstration de l'intérêt aussi de garder ces espaces ouverts en zone dense des centres anciens. Je vous remercie beaucoup.